D'un commun accord. Bonjour, c'est moi qui ai introduit. Merci d'être aussi nombreux. Un samedi presque ensoleillé, mais on connaît la fidélité des membres du mouvement européen dans ce beau département, parce que c'est vrai qu'on conduit beaucoup de réunions et il y a toujours beaucoup de gens et ça fait plaisir. Alors c'est vrai que on parle là d'Europe parce qu'il y a des élections européennes qui se profilent, mais on n'est pour le moment ni l'un ni l'autre en campagne. Et chez moi, je ne suis pas. Je pense que tu ne l'es pas non plus. C'est le moment. Moi, j'appartiens à La République En Marche. Toi, tu es membre des Républicains. Il se trouve qu'on a eu l'occasion, et c'est ça qui est intéressant, de travailler ensemble. Moi, en tant que parlementaire national, membre de la Commission des Affaires européennes sur ces questions. Toi, en tant qu'eurodéputé en charge, on dira, d'un certain nombre de dossiers similaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment la France, qui a peut-être été parfois un peu trop absente des instances en termes d'investissement européen, bien comment on arrive à créer, on va dire à la base, les parlementaires, au-delà des grands dirigeants, des capacités de collaboration et de coopération, parce que ce qui est fait au niveau du Parlement européen, à Strasbourg ou à Bruxelles, est en interrelation fréquente, en aval, en amont, avec ce qui se fait dans les parlements nationaux. Alors c'est vrai que parler du numérique, outre que c'est un intérêt et un domaine de compétences communs, ça peut paraître peut-être aujourd'hui, au regard, alors si on veut être gentil, on va parler des défis, si on veut être un peu plus dur, des crises que traverse l'Union européenne, le Brexit, la crise des migrants, la crise économique aussi, hein, une croissance quand même atone, des taux de chômage moyens qui restent élevés, la compétition internationale, voire les grandes tensions avec les autres puissances, ça peut paraître comme un sujet peut-être secondaire. Et en fait, quand on regarde toute une série de ces enjeux, eh bien, la question du numérique ou des enjeux des industries numériques, elle traverse nombre de ces questions. Précisément, quand on parle de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, des tensions avec l'Union européenne du côté des États-Unis, des pressions qui sont exercées par ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM, les grands groupes, sur l'élaboration des directives européennes ou des lois nationales, on se rend compte que l'enjeu est important. Il est important aussi dans la question de la compétition fiscale qui se joue entre les différents États membres. Certains pays, parce que la fiscalité ne relève pas des compétences de l'Union européenne, mais des compétences nationales, se livrent à une compétition marquée, surtout généralement de petits pays, pour capter une partie de la valeur qui est souvent produite par des grands groupes internationaux et qui, à coup de fiscalité préférentielle ou de ce qu'on appelle de rescrits fiscaux, arrivent à capter une grande partie ou une partie importante de la valeur qui est produite pourtant sur l'ensemble du territoire européen. Ça engage bien évidemment le développement de notre économie et de notre industrie, puisque l'Europe, globalement, même si elle a encore un potentiel industriel fort, notamment dans des pays comme l'Allemagne ou dans l'Italie, est plutôt dans une logique de désindustrialisation et que tous les secteurs du numérique créent un nouveau secteur industriel pour lequel, eh bien, ça a été dit en introduction, on a bien du mal à avoir des champions ou des leaders européens. Il en existe hein, dans certains domaines. On oublie souvent des sociétés comme Atos, Atos Bull, qui est un des plus gros acteurs, qui est le plus gros acteur en France du numérique et un des plus grands acteurs de ce qu'on appelle notamment les supercalculateurs. Mais globalement, on est un territoire d'usage, de consommation, de développement du numérique et de l'économie numérique, mais avec une grosse faiblesse en termes d'acteurs, et c'est préoccupant pour l'avenir de notre économie, notamment dans un certain nombre de domaines. On note un vrai écart d'investissement dans la recherche et surtout dans l'investissement dans les filières technologiques spécialisées entre l'ensemble de l'Union européenne, ce qui se passe en Amérique du Nord et aujourd'hui en Chine où l'investissement est massif.
Ça pose des questions, bien évidemment, de sécurité intérieure, de cybersécurité, de cyberdéfense. Ça pose aussi la question, parce que l'économie numérique, et pas que l'économie numérique, mais ses applications, où l'intelligence artificielle est un instrument dont on sait que demain, il sera essentiel pour la régulation des transports, l'organisation des territoires, et aussi donc le travail de transition écologique qui doit être opéré. Alors, la difficulté qu'il y a, c'est que c'est un sujet certes très important, mais c'est un sujet complexe qu'on a souvent du mal à appréhender. Une étude récente de l'Inspection générale des finances évaluait en gros à 80% le territoire de l'économie nationale française qui était soumis fortement ou de manière très significative par ce qu'on appelle la numérisation de l'économie et ces transformations qui en ressortent. Et la grande difficulté, c'est que dans ce domaine, comme on est dans une révolution technologique, on a beaucoup de difficultés à voir, à saisir les évolutions, parce que celles-ci sont permanentes, et donc on évolue dans un monde instable. Et puis, on voit autour du numérique beaucoup d'argumentaires, de discours. Alors, dans le milieu universitaire d'où je viens, on appelle ça des discours d'escorte. Vous avez des discours qui ressemblent à de l'analyse scientifique, à de l'analyse universitaire, mais souvent qui sont développés par des acteurs, par leur centre de recherche, et qui ont vocation, derrière les arguments qui sont donnés, souvent très positifs, très rayonnants, en faveur d'une numérisation totale de l'économie, la plus ouverte possible, il y a la volonté de favoriser des positions ou des produits supposés parfaits. Et il y a toute une idéologie, d'ailleurs, qui se développe dans les grands groupes, dans les grands géants de l'Internet, qu'on appelle le solutionnisme. On vous dit toujours: on est là pour vous apporter des solutions. Nous, on parle directement aux préoccupations des gens. Sous-entendu, les États, les politiques, les systèmes d'organisation traditionnels vivent pour eux-mêmes et ne savent pas entendre les gens. Nous, on apporte des solutions. Mais derrière ces solutions, qui sont bien réelles, toutes les applications. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, je ne sais pas comment je serais venu ici sans GPS ou sans une application de type Waze. Oui, c'est vrai. Et des avantages du numérique, on en a tous les jours, mais on a aussi des effets plus contrastés, pour ne pas dire parfois plus inquiétants, qui ne sont pas toujours analysés. On dispose de très peu d'études au long cours d'impact sérieux sur les conséquences du numérique, en particulier dans le domaine de l'emploi. Il se trouve que moi j'ai commencé ma carrière de sénateur en 2011 et je me suis très tôt intéressé au numérique, et avec ma collègue Catherine Morin-Desailly, on avait une mission sur la gouvernance mondiale d'Internet. On a rencontré plusieurs fois les gens de l'ICANN et son président. Et à chaque fois que je voyais le président de l'ICANN, donc l'ICANN, c'est ce grand organisme qui gère les noms de domaine, c'est lui qui détermine en gros la propriété et l'organisation, alors qui n'est pas une organisation intergouvernementale, c'est une organisation, on pourrait dire, inter-entreprise. Il y a bien des représentants d'organisations d'utilisateurs, souvent quand même très fortement aidés par certains groupes du numérique, et puis les États y assistent. La France a un représentant diplomatique dans ce cadre-là, mais n'ont pas beaucoup leur mot à dire. On leur explique que ce n'est pas vous qui allez cadrer la gouvernance, c'est nous qui nous en occupons. Et quand on discute avec le président de l'ICANN, et je l'ai vu plusieurs fois au cours des 7 dernières années, je dis: mais où en est la fameuse étude sur l'impact des nouvelles technologies, et notamment du numérique, sur l'emploi? Parce qu'on sait que ça crée évidemment des nouveaux emplois, on en parle beaucoup, mais on sait que ça en détruit aussi. Est-ce que ça en détruit plus que cela en crée? Eh bien, d'année en année, il me dit c'est vraiment très compliqué, donc pour le moment, on ne peut pas sortir de résultats. Puis quand on discute entre nous, il dit en gros, c'est un peu gênant, les résultats montrent que pour un emploi créé, il y a 2 à 2 emplois et demi qui sont supprimés ou extrêmement précarisés.
Et ça, cette question, elle ne doit pas être contournée. Elle est effectivement très difficile à évaluer. On a des très très belles études dans des secteurs, dans des domaines donnés, mais on n'a pas de vision de ce que ça signifie demain sur le travail et sur la valeur travail. Mais il y a une augmentation de la productivité, il y a une simplification des process. On le voit dans le commerce, avec le commerce électronique. Eh bien, il y a une disparition d'emplois dans la relation qu'on pourrait dire directe, l'intermédiation physique. Et ça a des conséquences extrêmement élevées. Moi, j'ai été assez étonné parce que ce n'est qu'en mai dernier que la Commission européenne, et c'est une très bonne initiative, a créé un groupe d'experts de haut niveau précisément pour évaluer l'impact sur l'emploi et sur les métiers. Alors, vous avez des tas d'études qui vous disent partout, que ce soit en France, au niveau européen, aux États-Unis, on a un problème de qualification. Il faut des gens très qualifiés, il faut former des ingénieurs, il faut former aussi des cadres intermédiaires, il faut former des chercheurs. On a un déficit en la matière. Et il faut aussi que la population soit plus capable de maîtriser ces instruments. Alors ce type d'études, on en a un très grand nombre. Mais là encore, on nous dit sur l'emploi, vous comprenez, c'est pas partout pareil. Et c'est ceux qui sont les plus novateurs et les plus avancés qui s'en sortent le mieux, et ce sont ceux qui tardent à faire une évolution, une transformation numérique qui perdent. Merci, pas besoin d'études pour ça. Et je le dis, je ne suis pas du tout quelqu'un qui soit hostile à la science, à la recherche et à la technologie, et au contraire. Et je crois que nous avons effectivement intérêt, nous en tant que pays, et aussi en tant que continent européen, à investir, à être au premier plan. Parce que quand on voit la rivalité et la compétition acharnée, déjà l'omniprésence, la prédominance pour le moment des États-Unis, mais la montée et les investissements chinois, si l'Europe ne se met pas en marche pour avancer dans... Oui, excusez-moi, se met pas en route. Désolé, Philippe. Mais quand on parle de République aussi, c'est pas nécessairement une allusion à un parti qui était cher. Donc, je crois qu'on est là. On sait une chose quand même, c'est que toute l'économie est bouleversée. Je parlais de l'étude de l'ISF, mais aussi nos pratiques, nos fonctionnements quotidiens. Alors, de manière peut-être moins visible, et encore, si on regarde rétrospectivement sur 10 ou 15 ans, il y a tout un tas de choses qu'on ne faisait pas ou qu'on faisait absolument différemment et qui sont transformées aujourd'hui. Ce qu'on sait, et je m'arrêterai peut-être là dans cette première intervention, c'est qu'il y a une forme de déterritorialisation qui s'est mise en avant de l'économie, puisque c'est plus nécessairement les transactions s'opèrent par des intermédiaires qui sont dématérialisés et, pour une grande partie de l'offre, que ces intermédiaires en l'état sont souvent des groupes qui ont une influence importantes et qui sont plutôt des groupes nord-américains, mais je ne sais même pas s'il faut les qualifier comme tels. Ce sont des quasi-États, quelque part. Parce que quand vous regardez un groupe comme Google ou comme Facebook, quand vous analysez leur discours, c'est celui d'un État. Ils parlent de leur communauté, de leurs citoyens. Alors, ils n'ont pas de frontières mobiles, c'est ça leur particularité, mais ils ont des moyens juridiques qui sont considérables. Dans les discussions qui tarde à venir sur qu'on appelle ça, la directive e-privacy, la directive sur la privauté, sur la vie privée. J'ai appris récemment que Google, dans la perspective de ce texte qui prend beaucoup de retard, a recruté les 30 plus gros cabinets spécialisés dans le numérique qui sont situés à Bruxelles. Ce qui fait que tous les gens qui vont vouloir, y compris dans les instances ou les groupes ou les industriels européens qui vont vouloir faire face, n'auront pas les compétences. On l'a vu dans un certain nombre de dossiers. Moi, je l'ai vu il y a déjà quelques années alors c'était pas dans le domaine du numérique, mais sur un texte sur un produit de Monsanto. J'ai discuté avec les gens du Conseil d'État qui avaient préparé le texte pour le gouvernement. C'était 2 personnes. Un juriste senior et un juriste junior.
Et le texte s'est fait démolir parce qu'en face, Monsanto, sur le texte, avait à peu près 40 juristes de très haut niveau. C'est-à-dire une capacité absolument incroyable de ces groupes de pas seulement se défendre, mais de construire ou de détruire du droit, et puis aussi des capacités quasiment de police, de surveillance. Quand vous vous en rappelez peut-être, il y a 3-4 ans, il y a eu la création du parquet national financier en France, et qu'il y a eu une descente du parquet national financier au siège de Google en France, qui a été suivie quelques mois après par la même descente en Espagne auprès de Google. Moi, j'avais rencontré la présidente du parquet national financier. Elle m'a dit, on a travaillé avec 100 responsables de la police et 20 juges. On a travaillé uniquement en papier-crayon, sans téléphone, sans Internet, parce qu'on savait que Google surveillait nos messages. C'est-à-dire qu'il y a une capacité quand même de coercition de ces groupes qui est extrêmement importante et qui fait que c'est très dur dans un univers où la loi arrive souvent au constat de choses qui se sont mis en œuvre dans la société pour les politiques, que ce soit au niveau du Parlement européen ou au niveau national, d'essayer de réguler. Bien sûr, on le fait et on tente de le faire. L'Europe a été peut-être un petit peu, a eu du retard à l'allumage. On a longtemps perçu la question du numérique comme la constitution d'un grand marché unique du numérique. Et la présentation en 2015 était essentiellement axée sur la normalisation ou la normation du marché, donner des standards, assez peu se poser la question de la souveraineté industrielle et économique de l'Europe. Donc je vais passer la parole.